Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. Merci d'avoir accepté de vous confier aujourd'hui votre visage, votre voix. Les Français la connaissent. D'abord parce que vous avez été longtemps le présentateur d'Ushuaïa. Vous avez ensuite monté votre fondation, la fondation qui porte votre nom, dont vous êtes aujourd'hui président d'honneur. Et cette fondation, elle fête son 30e anniversaire cette année. Mais vous êtes aussi réalisateur, vous êtes aussi écrivain, militant en faveur de l'écologie et de la protection de la planète depuis toujours. Et puis la politique, ça a été un passage un peu plus court. On y reviendra, mais vous avez été bien sûr le ministre de la Transition écologique et solidaire d'Emmanuel Macron au début de son quinquennat, avant cette démission qui était à la fois dite de manière très simple et très spectaculaire. Votre voix, elle porte. La politique et l'écologie font-elles bon ménage? Ça, on y reviendra parce que vous en avez un peu fait les frais, mais je voudrais commencer par un chiffre extrêmement frappant, 49,6. 49,6 degrés au Canada, un record. Est-ce que ce chiffre, c'est notre échec à tous? Oui, parce que quand on a commencé à se préoccuper des conséquences des changements climatiques, la volonté, c'était d'enrayer les changements climatiques, donc ce qu'on appelait l'atténuation, faire en sorte qu'on ne soit pas dépassé par les événements. Aujourd'hui, on a échoué parce que maintenant, la priorité, ça va être l'adaptation, c'est-à-dire nous protéger. Faire en sorte, c'est ce que livre dans les indiscrétions du prochain rapport du GIEC, qui sont sortis il y a quelques jours, ce rapport, c'est que dans les 30 prochaines années, on risque de rentrer dans une sorte de vortex d'événements qui va précipiter des millions de personnes dans la pauvreté. Et donc oui, on a échoué parce que de toute façon, la crise écologique, ses affres, ses conséquences, on peut jouer sur le curseur. La seule marge de manœuvre que nous avons, s'il y a une réaction proportionnée, universelle, coordonnée, c'est de limiter, encore une fois, les effets du changement climatique et de la crise écologique. Oui, mais on a échoué parce que voilà, les événements sont là. Ce qui se passe au Canada, qu'il faut mettre, je veux dire, en regard de ce qui se passe en Arctique et en Antarctique, la glace qui fond, la Sibérie qui connaît des températures estivales et le permafrost qui livre dans l'atmosphère un gaz 27 fois plus important que le CO2, qui est le méthane. On est rentré dans un cercle vicieux. On avait du temps pour organiser la transition. Maintenant, nous sommes sommés de changer dans une brièveté de temps, si encore une fois, on ne veut pas que le chaos l'emporte. On ne peut plus que s'adapter, voilà ce que vous dites. On peut jouer sur le curseur, mais l'heure est à l'adaptation. Il faut protéger nos agriculteurs face aux conséquences des événements climatiques. On vient de voir la séquence tragique que l'agriculture française vient de prendre, et encore, ça n'est encore, pardon de le dire, qu'un échantillon. On voit les inondations à répétition, l'horizon de la rareté sur les terres arables et sur les terres cultivables, sur l'eau, sur des ressources élémentaires va se préciser. Et vous savez très bien que l'horizon de la rareté, l'histoire le montre, c'est de creuser toutes les barbaries. Je ne veux pas forcer le trait parce que je comprends que dans le climat anxiogène que nous subissons, de rajouter de l'angoisse à l'angoisse, mais vous savez, le courage, c'est la lucidité. C'est d'affronter la réalité. La science, depuis très longtemps, nous a alertés. Et elle a fait avec une prudence presque excessive. Et malheureusement, toutes ces modélisations se réalisent. Et la seule question, c'est pourquoi cet enjeu, qui est un enjeu qui n'est pas un enjeu dogmatique, qui n'est pas un enjeu idéologique, c'est une réalité scientifique. Pourquoi est-ce que c'est encore un objet de division, un objet de suspicion, un objet de moquerie? Ça devrait être un objet d'union, d'unité, de mobilisation. Ça devrait provoquer un énorme sursaut de sagesse. Il y a eu, et vous le dites vous-même, vous vous retenez presque dans la description apocalyptique, parce que peut-être vous vous dites, au fond, on l'a beaucoup dit, on n'a pas été entendu, et ça me frappe beaucoup avec ce rapport du GIEC auquel vous faites référence, qui dit des choses terribles, qui dit, et je le cite, « Le pire est à venir, avec des implications sur nos enfants et nos petits-enfants bien plus que sur la nôtre », qui parle, en limitant la hausse de 2 degrés, déjà de 80 millions de personnes supplémentaires qui auront faim d'ici à 2050, 130 millions qui pourraient tomber dans l'extrême pauvreté. Et pourtant, ce rapport du GIEC, mais on est déjà passé à autre chose. Il n'a pas choqué grand monde. On est déjà passé à autre chose. Et il ne fait que confirmer, avec peut-être plus de précision,
malheureusement, et plus d'intensité, des prévisions, des modélisations qui ont été faites, pas simplement d'ailleurs par le GIEC, y compris la Banque mondiale, a largement expliqué que nos économies ne résisteraient pas et probablement nos démocraties en seraient affectées. Donc on rentre dans ce cercle vicieux. Mais je n'ai plus les mots et surtout je n'ai pas les arguments pour expliquer. Est-ce que c'est une forme de déni? Est-ce que c'est parce que nous sommes frappés de sidération? Est-ce qu'il y a un doute qui persiste, c'est-à-dire que, aveuglés par la puissance technologique, la puissance de feu du modèle occidental, nous gardons peut-être un petit espoir en se disant que l'économie, la technologie viendra résoudre ces difficultés. Mais très sincèrement, avec la séquence que nous venons de vivre, la seule leçon qu'on doit tirer de l'expérience du Covid, c'est que l'humanité, face aux forces de l'univers, elle est dépassée. On doit s'incliner. Et on doit s'incliner non pas pour s'abaisser, au contraire pour se grandir, accepter notre vulnérabilité. Dans la nature, dans le vivant, nous sommes l'espèce la plus précaire, la plus vulnérable. Vous savez, le vivant se remettra de la crise écologique. Oui, des espèces vont disparaître. Mais nous sommes l'espèce la plus vulnérable. Et quelque part, ce petit virus, d'ailleurs, qui a mis la moitié de l'humanité à genoux, nous rappelle une chose, c'est notre socle biologique. Nous faisons partie du tissu du vivant. Et donc, j'espère au moins au sortir de cette crise que l'esprit et le cœur de l'homme en sera changé. C'est-à-dire que nous nous rendions compte que les trois poisons qui nous ont menés là, c'est l'ignorance, l'indifférence et la suffisance. Vous aviez d'ailleurs espéré, dès les débuts de cette crise, vous anticipiez déjà l'après avec un optimisme que certains pourront qualifier de naïveté. Vous disiez il y aura un monde d'après, vous espériez que ça avait été la semonce qui allait nous réveiller. Est-ce que vous faites partie des déçus aujourd'hui ? Vous savez, j'alterne entre l'espoir, le désespoir, l'optimisme, le pessimisme. Je suis comme beaucoup paumé, inquiet, parce que je vois les crises se combiner, le délitement de la société. Donc je me dis par quoi on commence. Et autant il y a des crises qui nous prennent de court. Le Covid nous a pris de court, il faut le reconnaître, et dans un scénario inédit. La crise écologique, avec ses composantes et ses conséquences, elle est documentée depuis très longtemps. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire, dans les années, fin des années 60, y compris aux États-Unis, les scientifiques nous avaient déjà alertés. Mais enfin, qu'attendons-nous pour réagir ? Alors, je ne dis pas encore une fois que c'est simplement parce que les uns et les autres ont tourné le dos à cette réalité. Je pense que, comment dire les choses, c'est que on ne ressent pas les choses de la même manière. Tout le monde parle de l'urgence écologique, mais en même temps n'en fait pas le même constat et ne pose pas le même diagnostic. Tant qu'on ne dira pas une chose très claire, c'est que la racine de cette situation, c'est un modèle économique qui détruit, qui épuise et de surcroît qui ne partage pas. Et donc si on ne remet pas en cause fondamentalement ce modèle économique, et il n'y a pas besoin de confrontation gauche-droite. C'est une réalité. Le modèle économique dans lequel on vit, qui a eu ses vertus, certes, pas pour l'ensemble de l'humanité, c'est l'origine. Voilà. C'est un modèle qui s'est constitué sur le dos de la nature. Il faut mettre fin au capitalisme, au libéralisme tel qu'il est aujourd'hui. Mais un capitalisme sauvage qui accapare dans les mains d'un petit nombre des ressources vitales au détriment du plus grand nombre, et qui, de surcroît, détruit des conditions excessivement subtiles et fragiles de vie sur la Terre, n'a pas d'issue heureuse. On est en sursis à la fois du point de vue du climat, mais aussi du point de vue social. Mais oui, parce que, en plus, le climat, ou les conséquences de la crise écologique, dans sa composante climatique et sa composante de la raréfaction des ressources, elle ajoute de l'injustice à l'injustice et de la misère à la misère. Ce que dit le rapport du GIEC, qui n'épargnera pas les nantis, pardon de le dire, mais ceux qui sont frappés prioritairement des conséquences du changement climatique, ce sont des femmes, des hommes, des enfants, qui subissent la conséquence d'un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué, qui lui-même est la conséquence d'un modèle de développement dont ils n'ont pas profité, et si l'on veut être juste avec l'histoire, qui parfois s'est fait sur leur dos. Ça fait beaucoup.
Et donc, imaginez des relations apaisées entre États si, quelque part, chacun n'assume pas sa responsabilité. Parce que si on doit maintenant rentrer dans l'adaptation, il va falloir nous adapter, mais aider ceux qui subissent ces phénomènes à s'adapter. Donc, si on développe un certain nombre de technologies, il faudra que ce soit en open source et qu'on donne nos brevets aux pays du Sud. On va revenir aux questions des technologies, notamment la voiture électrique pour laquelle vous plaidez. Mais on apprend que le Conseil d'État donne 9 mois à l'État pour prendre toute mesure pour le climat. Je m'explique. Le Conseil d'État, il a été saisi par une commune, la commune de Grande-Synthe, qui redoute d'être submergée par la montée des eaux. Et le Conseil d'État donne raison, entend l'inquiétude de Grande-Synthe et donne donc 9 mois à l'État pour prendre, je le cite, toute mesure pour le climat. Est-ce que ça veut dire que le salut, il viendra peut-être de décisions au fond de justice? Non, enfin, ça veut dire que c'est navrant d'en arriver là. Et de faire feu de tout bois. Moi, vous citiez que ma fondation a 30 ans. Je me pose la question, pourquoi faut-il 30 ans pour essayer de convaincre l'humanité de se sauver d'elle-même? Et encore, je suis arrivé en cours, d'autres avant moi, évidemment, avaient de la lucidité. Donc c'est terrible d'en être là. C'est terrible d'être obligé d'assigner son propre État. Alors après, il faut utiliser le droit, bien entendu. C'est une injonction à agir. L'État devrait plutôt, comment dire, se sentir voilà, mandaté par les citoyennes et les citoyens. Vous savez, je prends ça avec beaucoup de précaution, mais s'il y a un tel cycle de défiance que l'on a vu notamment aux dernières élections, qui est un cycle très dangereux entre les citoyens, les électeurs, les électrices et les politiques, c'est parce qu'il y a un gap entre les promesses, les intentions et la réalisation. Alors, est-ce que ça veut dire que les politiques ne pensent qu'à leur réélection? Franchement, je ne tomberai pas dans cette caricature. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans notre démocratie. Parce qu'on a évidemment une dure réalité à étreindre, un changement radical à opérer, mais ça ne peut se faire que dans le consentement, dans la compréhension. Et donc, il faut absolument, et c'était l'intérêt d'ailleurs de la Convention citoyenne qu'il faut à mon avis reproduire à grande échelle, il faut d'un côté que les politiques s'inspirent de la volonté, de la créativité de la société civile, mais dans l'autre sens, il faut que les citoyens s'associent à la complexité de la décision politique. Parce que, je prends un petit exemple que vous évoquiez à l'instant en disant qu'on allait en parler tout à l'heure, mais la politique, c'est l'art, le choix ou la discipline de prendre la moins mauvaise décision. Il n'y a pas de décision parfaite. La voiture électrique, ce n'est pas la panacée. Les éoliennes, ce n'est pas la panacée. L'économie sociale et solidaire, c'est bien, etc. Mais il faut faire des choix. On ne peut pas additionner les refus. Et on est dans un monde qui, parfois, coalise tous les refus, et donc qui entrave aussi l'action politique. Mais en même temps, il faut, pour tenir ses intentions, et notamment les objectifs qu'un pays se fait, il y a une obligation de moyens et une obligation de méthode. Et ce qu'on ne sait plus faire dans nos pays, c'est programmer la mutation. On doit opérer la mue d'un système périmé, mais on ne s'en donne ni les moyens, ni la méthode. Et la méthode est très importante. Si on change l'industrie automobile pour prendre un secteur, mais vous n'arrivez pas un beau matin chez Renault en disant les mecs, allez, la filière des moteurs thermiques, tout le monde rentre chez soi. Ça se programme. La formation, la reconversion, ça se programme et ça cède. Et ça cède quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, pour employer un mot à la mode, on a fait du quoi qu'il en coûte, et on a raison de mon point de vue dans la crise sanitaire, mais par rapport à la crise écologique, tout ce qu'on investit va nous épargner tellement d'externalités négatives et de souffrances humaines qu'il faut, à mon avis, ouvrir en grand les vannes, pas pour dépenser, mais pour investir. Il y a plein de choses dans tout ce que vous avez dit, Nicolas Hulot. Je voudrais revenir sur plusieurs. L'abstention, la Convention climat. La Convention climat, vous dites, au fond, ça c'est une des réponses. Mais est-ce que le fait de reconnaître que ce ne sont pas les élus qui changeront les choses et qu'il vaut mieux aller tirer au sort un certain nombre de citoyens, est-ce que ce n'est pas donner raison à ceux qui s'abstiennent et qui disent finalement les élus ne servent à rien? Il ne faut pas enlever les prérogatives des élus. On a une démocratie avec ses faiblesses, il faut la revitaliser un tout petit peu. Mais encore une fois, dans une société très réactive, on ne fera pas le changement si les citoyennes et les citoyens n'en comprennent pas l'utilité. Ce qui était intéressant, je ne dis pas que ça doit être un format reproduit en permanence à toutes les échelles et pour toutes les décisions, c'est que les citoyens sont arrivés sans préjugés, ou même parfois avec des préjugés, en disant les écolos nous ennuient, etc. Confrontés à une réalité, confrontés à une vérité, ils ont beaucoup travaillé, ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de choix. Et donc ce travail pourrait être
à mon avis, réalisé en permanence au Conseil économique, social et environnemental, en associant les experts, les corps intermédiaires, les citoyens, non pas, encore une fois, pour déposséder les sénateurs, les députés et encore moins le gouvernement de leurs prérogatives, pour les associer. C'est ce que j'appelle de la démocratie participative, inclusive, et ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Et je pense aussi que les Suisses le font, à mon avis, d'une manière assez efficace. On devrait assez régulièrement consulter, associer les citoyens dans des procédures de consultation au changement. Parce qu'il y a un moment, il faut avancer. Il y a un moment, il faut faire des choix. On vous sent en permanence sur le fil d'une... Vous le disiez tout à l'heure, je suis à la fois optimiste parfois et pessimiste parfois. On a l'impression que vous êtes toujours sur ce fil extrêmement fragile. Mais j'essaie de ne pas basculer vers la résignation et le désespoir. Parce que de temps en temps, la tentation, franchement, elle est là. Parce que vous vous dites, mais que d'années précieuses, que de moyens gâchés, que d'intelligence gâchée, que d'énergie dépensée pour des choses futiles, des fausses polémiques, que d'agressivité, que de violence. Parce que, quelque part aussi, ce sujet-là devrait être une magnifique occasion de nous retrouver. Parce que c'est la famille humaine qui est confrontée à son destin. Nous serons tous gagnants ou nous serons tous perdants. Et le plus désespérant, c'est que nous avons tous les outils pour faire un saut qualitatif. Ce qui fait défaut, c'est une volonté et une intelligence collective. C'est pour ça que, oui, j'ai des moments où je me dis, allez, laissons tomber. Mais on n'a pas le droit. Dans d'autres périodes, des femmes et des hommes, avec une nécessité de courage beaucoup plus importante, ont su ne pas déposer les armes. Vous savez bien qu'une des questions qui se posent quand on vous a entendu dans ce moment sincère de désespérance, décider de quitter le ministère de l'écologie, est-ce que le courage n'aurait pas été d'essayer de rester? J'imagine que cette question, vous vous l'êtes posée 1000 fois depuis et déjà avant. Bon, vous savez, je ne vais pas dire que le courage, je l'ai eu quand je suis rentré au gouvernement, mais ça ne faisait pas partie de mon ADN et ça ne participait pas de mes ambitions et de mes désirs profonds d'être au gouvernement. Je l'ai fait parce que mon combat exige d'utiliser tous les moyens. Par moments, j'étais à l'extérieur. Quand j'ai travaillé avec François Hollande pour préparer la COP21, j'avais un pied dedans, un pied dehors. Et là, parce que je pensais que certaines conditions étaient réunies après une discussion avec Emmanuel Macron, j'ai tenté cette expérience. Non, si j'étais resté, ce n'était pas du courage, c'était de la résignation. Parce que là, je rentrais dans une forme de mystification, je donnais le sentiment que j'avais les moyens, parce que j'étais pas rentré pour obtenir quelques petites victoires. J'étais pas rentré non plus en imaginant qu'en quelques mois, j'allais opérer la mue de ce système. J'étais rentré, comment dire, pour commencer à coordonner une transition écologique et solidaire irréversible. Et à l'instant, et moi seul le sais, où j'ai eu la confirmation absolue que je n'aurais jamais ces moyens de coordination, la responsabilité, c'était de quitter le gouvernement. Et je l'ai fait, non pas sur un coup de tête, contrairement à ce que certains ont pu le croire, je l'ai fait parce que j'en avais la conviction. Je m'étais donné le temps pour voir si effectivement on allait pouvoir harmoniser une transition qui est une transition de société et que je me retrouvais à organiser seul, parfois dans un sens contraire de mes collègues. Et j'avais bien dit à Emmanuel Macron, quand il m'a engagé au gouvernement, c'est une transition sociétale, je ne vais pas y arriver tout seul. Et il m'avait dit, Matignon, l'Élysée, on sera là pour coordonner, pour faire en sorte que la feuille de route soit commune. Et après, on a été rattrapé par un certain nombre d'habitudes, d'exigences contradictoires, d'injonctions contradictoires. Et en réalité, très rapidement, je me suis retrouvé contre le ministre de l'Agriculture, contre ceci, contre cela. Et puis, avec des approches et des moyens qui n'étaient pas ceux que j'espérais. Quand je voulais que le fruit de la taxe carbone soit partiellement ou totalement affecté à la transition écologique, mais que ça soit ce qu'on appelle un coussin social pour ne mettre personne dans une impasse, c'était un point évidemment de divergence et sur lequel j'ai pris mes responsabilités. Quand vous dites, et ça, seul moi le sais, c'est qu'il y a eu un moment, un déclic, une fracture? Non, vous savez, c'était très, comment dire, paradoxal. Il y avait une relation cordiale, je ne me suis jamais engueulé avec Édouard Philippe, avec Emmanuel Macron. On peut avoir des discussions parfois un peu tendues parce que l'exercice du pouvoir est fatigant, mais j'avais de bonnes relations. D'ailleurs, j'ai toujours de bonnes relations. Je ne suis pas fâché, je suis triste qu'on ne soit pas compris, qu'on n'ait pas pu additionner, qu'on ne soit pas coordonné, et qu'on n'ait pas saisi aussi des opportunités économiques et industrielles. Quand j'ai lancé mon plan hydrogène, pardon de dire, mais quelques minutes après, Bercy a dit le budget que Nicolas Hulot a mis pour son plan hydrogène n'a pas été voté, donc il est retoqué.
Je vois maintenant, 2 ans après, ça y est, tout le monde parle d'hydrogène. Mais j'étais en permanence en confrontation. D'abord, je devais convaincre à l'extérieur, mais je devais surtout en permanence convaincre à l'intérieur. Vous continuez à agir, vous êtes toujours président d'honneur de votre fondation, vous y avez aussi un think tank, vous travaillez aussi avec Laurent Berger de la CFDT. Est-ce que, sur tous ces points, vous continuez à appeler Emmanuel Macron de temps en temps? Est-ce que cette conversation se poursuit? Alors, c'est épisodique, par SMS, quelquefois par téléphone. Je vous le dis, on n'est pas fâchés, on ne s'est pas compris. On n'a pas la même lecture, on n'a pas la même analyse des causes. Quand j'expliquais au président, au gouvernement, que quand on signe un traité de libre-échange et qu'on expose par exemple nos agriculteurs à l'importation de denrées, de produits qui n'ont pas les mêmes exigences sociales et environnementales et que c'était totalement incohérent, aberrant, on ne se comprenait pas. Quand je me suis opposé au CETA, quand je me suis opposé au TAFTA, au traité du Mercosur, donc on n'avait pas la même grille de lecture. Mais doit-on être pour autant des ennemis? D'abord, moi, vous savez, dans ce monde divisé, je respecte les femmes et les hommes autant que faire se peut. Parce que je vois ce pays se briser, je vois les clivages se briser. Je sais que la condition, si on veut, encore une fois, affronter cette réalité, c'est un minimum d'unité. L'unité, ça ne veut pas dire qu'on fait disparaître la diversité. Au contraire, cette diversité, elle doit être féconde. Le débat, il doit être fécond. Mais le débat, il doit s'organiser sur des choses essentielles et prioritaires et pas sur des choses futiles. Quand vous dites « je vois ce pays se briser », on ne peut pas ne pas penser à cette phrase qui est revenue régulièrement dans le débat politique ces derniers temps, qui est la question d'une menace de guerre civile, qui est notamment agitée par une partie de l'extrême droite, par les anciens militaires. Quand vous entendez ça, vous qui justement voulez être un homme de réconciliation, est-ce que vous vous dites oui, cette fracture existe? Est-ce que vous la redoutez? Est-ce qu'elle est surjouée? Je veux dire, je pense que nous ne sommes pas dans une tour d'ivoire. La violence des mots peut précéder la violence des actes. La sphère numérique... Moi, je constate aujourd'hui, je me suis toujours interrogé sur les vertus de la connexion du monde par Internet. J'ai le triste constat de voir que pour finir, la violence et la haine se propagent plus vite que l'amour et la bienveillance. Le monde est agressif, le monde est violent. Et cette violence me fait peur. Elle me fait peur tout simplement parce que c'est pas elle qui va résoudre et qui va nous mettre dans une situation apaisée, documentée, exigeante et conciliante pour organiser la transformation. On a tous les outils. On a tous les outils. Vous savez, ce n'est pas un déficit d'intelligence que nous avons, c'est un déficit de conscience. C'est simplement qu'il faut destiner, flécher, faire converger notre énergie, notre science, notre recherche, notre économie du côté de la solution et non pas s'entêter du côté du problème. Mais vous pensez collectif plus qu'individu. Vous parliez tout à l'heure. Je ne joue que collectif parce que je ne crois qu'à la vertu du collectif. C'est pour ça que moi, maintenant, ma seule modalité d'action, c'est cette coalition que nous avons organisée avec la CFDT, avec une coalition d'ONG humanitaires qui s'occupent d'exclusion, ATD Carmonde, la Fondation Abbé Pierre, Oxfam, etc. Ça n'est pas... Et dans l'esprit... non pas, encore une fois, d'entraver l'action politique, de la nourrir. Les rapports que l'on porte, ce n'est pas simplement un constat, c'est un chemin, c'est une feuille de route. Et moi, je suis programmé pour cela, parce que je me dis, il faut être utile. Évidemment, de temps en temps, quand il y a des excès ou des reculs, il faut le dénoncer, mais il faut être dans une attitude de coopération. Mais moi, je trouve ça très beau. Évidemment, tout le monde a envie de ça, de ce collectif, de cette logique d'ensemble, qu'on aille tous vers la paix et une meilleure planète. Mais regardez l'exemple de la taxe carbone. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Vous imaginiez déjà la suite et ce que vous alliez pouvoir faire de ces moyens. Cette taxe carbone, elle a été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Alors ça a sans doute été simplement l'étincelle, mais tout de même... collectif, la taxe carbone, la planète, individuel, chacun qui, avec sa voiture, se disait, bah voilà, ça va être tant de centimes de plus par litre, ça va être tant de difficultés pour moi et ça va être une fin du mois plus difficile. Vous avez toujours dit, il ne faut pas opposer fin du monde et fin du mois. Sauf que dans les faits, ça a été vécu comme une souffrance individuelle. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui mènent encore ce combat aujourd'hui? Tout simplement parce que, effectivement, dans la méthode de la progressivité, d'abord, il faut faire les choses progressivement. Et deuxièmement, il faut identifier ceux qui vont être pénalisés ou pire, qui vont être dans une impasse. Et c'est là qu'il faut, encore une fois, flécher l'argent, parce que l'argent, vous aurez noté comme moi que nécessité parfois fait loi. Et donc on est sorti de l'orthodoxie économique et financière très brutalement. On le fait dans des situations particulières. On l'a fait aussi pour sauver le système bancaire en 2008. Je pense que pour sauver les conditions d'habitabilité de la planète pour nos enfants,
on peut le faire. Et donc, il faut faire en sorte que si on augmente pour donner un signal prix, pour tendre vers une forme de sobriété, mais que ça pénalise un certain nombre de personnes parce qu'on ne leur donne pas les moyens soit de changer de véhicule, soit d'isoler leur bâtiment, il faut faire en sorte que pour les ménages les plus modestes, il n'y ait aucun reste à charge. Et c'est pour ça que la fiscalité écologique, elle doit être équilibrée entre une fiscalité dissuasive qui doit être progressive et une fiscalité incitative qui doit être rapide et massive. Et ça, c'est une question de méthode. Parlons justement du rapport que vous avez remis sur l'industrie automobile. Vous l'avez publié avec Laurent Berger, le patron de la CFDT. L'objectif que vous fixez, c'est que toutes les voitures produites en France soient électriques d'ici à 2035. Concrètement, on fait comment? Alors déjà, il y a un constat, c'est que le secteur de l'industrie automobile, chez nous, qui fait travailler à peu près 400 000 personnes, 800 000 en Allemagne, c'est un secteur en déclin. En l'espace de 10 ans, on a déjà perdu 100 000 emplois. Si on continue sur la tendance actuelle, on va en perdre 100 000 autres. On peut avoir une désindustrialisation de ce secteur dans un horizon assez rapide. Donc nous, on a travaillé sur plusieurs scénarios pour d'abord freiner cette tendance et même après, évidemment, l'inverser. Dans la filière des moteurs électriques, évidemment, il y a une pénalité pour l'emploi parce qu'il faut moins d'emplois pour construire des moteurs électriques que des moteurs thermiques. Pour compenser cette baisse et même inverser cette tendance, ce que l'on propose d'abord, c'est de freiner rapidement la délocalisation, mais surtout de créer des conditions de la relocalisation de toute la chaîne de valeur de l'industrie automobile. Il faut comprendre que dans un véhicule qui est vendu en France, seulement 30% des composants sont produits en France. C'est ce qui d'ailleurs a conduit, notamment les entreprises Renault aujourd'hui, à être en arrêt plusieurs jours parce qu'il manque des composants qui arrivent d'Asie. Voilà, exactement. Et c'est vrai que notamment dans les chaînes d'achat aujourd'hui, pour des raisons purement économiques, on s'approvisionne à l'extérieur. Donc il faut que l'État utilise les leviers qu'il a pour que les donneurs d'ordre, encore une fois, rapidement relocalisent toute la chaîne de valeur. Et les leviers que l'État a, d'abord, dans les aides que l'État donne aux acteurs économiques, il peut y avoir de l'éco et de la socio-conditionnalité. Et notamment, effectivement, pour relocaliser, pour faire en sorte que dans les politiques d'achat, les composants viennent de France, que quand on donne de l'argent pour acheter des robots, que ces robots soient plutôt construits en France plutôt que construits à l'étranger. Utiliser la commande publique, 50% des véhicules vendus sur le marché français sont soit des flottes publiques, soit des flottes d'entreprises. On peut faire aussi en sorte que le label France soit assorti davantage, notamment dans les aides que l'on donne à ceux qui achètent des véhicules, si vous achetez un véhicule qui a été 100% construit en France. Donc on a mis, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais avec la CFDT Métallurgie, une méthode pour faire en sorte de laisser personne sur le chemin, d'inverser cette tendance sans que le critère écologique soit au détriment du critère social, sans que l'exigence sociale soit au détriment de l'impératif écologique. Ces voitures, il faudra les recharger. Il y a quand même aussi derrière une nécessité. Vous ne changez pas le modèle, vous allez déplacer le problème. Il faudra quand même toujours la produire, cette électricité. Oui. Alors, on change pas le modèle, mais un véhicule électrique, sur l'ensemble de sa durée de vie, depuis les matériaux qu'il faut extraire pour construire le véhicule jusqu'à sa destruction. Il est plus polluant au moment de sa création. Sur l'ensemble de la chaîne, et ça peut dire, on est bien placé à la Fondation, on a fait plusieurs rapports là-dessus, un véhicule électrique pollue 3 fois moins sur l'ensemble qu'un véhicule. Quand vous dites sur l'ensemble, pour qu'on comprenne bien, c'est qu'en effet, à la production, un véhicule électrique est considéré en réalité comme très polluant, notamment en raison du lithium qu'il y a dans les batteries. Oui, alors d'abord, tout dépend comment on produit le véhicule. Est-ce qu'on le produit avec des énergies renouvelables ou est-ce qu'on les produit avec des énergies thermiques? Est-ce qu'on produit ces véhicules loin de leur centre de distribution ou proche? Mais à terme, globalement, un véhicule, ça n'est pas encore une fois la panacée, mais un véhicule électrique, sur l'ensemble de sa vie, a un impact 3 fois moins fort. Aujourd'hui, on ne recycle que 40% des batteries. À terme, on pourra recycler 80% des batteries. Mais il faut s'organiser la filière. Là aussi, on a laissé nos amis allemands, ils ont 8 projets de gigafactory. Nous, on en a 2. Et quand vous construisez une gigafactory, c'est-à-dire pour construire des cellules de batterie, pour un emploi dans la gigafactory, vous pouvez en avoir 3 à l'extérieur. Donc c'est toute cette stratégie qu'on est en train de mettre en œuvre. Alors après, vous allez me dire, les véhicules électriques, je connais évidemment l'argument, il va falloir plus de centrales nucléaires. Donc c'est quelque part un gage qu'on donne à l'industrie. Non, pas du tout. D'abord, on peut très très bien
recharger des véhicules électriques avec des énergies renouvelables. Ça n'a absolument rien d'incompatible. On pourra d'ailleurs à terme utiliser les batteries des véhicules électriques pour stocker dans la journée, pour ceux qui n'utilisent pas leur voiture dans la journée, pour la nuit reprendre l'énergie renouvelable qui aurait été stockée dans les batteries de voitures pour alimenter des foyers. Donc c'est un changement complet de modèle qui doit être mis en œuvre. Et là, c'est pareil, il faut une stratégie de cohérence, bien entendu, pour coordonner tout cela. Sur cette question de la production de l'électricité, en effet, 2 points sur lesquels je voudrais qu'on revienne, le nucléaire et l'éolien. Sur le nucléaire, fondamentalement, aujourd'hui, vous ne faites pas partie forcément de ceux qui combattent absolument le nucléaire. Non, enfin, je serais plus nuancé. Ça, je suis plus nuancé dans la rapidité de l'exercice. Moi, je pense qu'à terme, on doit sortir du nucléaire. Mais il y a une étape pour en faire la démonstration qu'on est capable, c'est le 50%. Et qu'en attendant, on ne doit pas relancer de nouveaux réacteurs, parce que je suis convaincu, et il y a des exemples sur lesquels je m'appuie. Je rappelle quand même que le Portugal, pendant certains mois, et même plusieurs mois d'affilée, avec des énergies renouvelables, avec, encore une fois, un mix énergétique d'énergies renouvelables, a produit plus de 130% de son énergie avec des énergies renouvelables. Pourquoi est-ce que le Portugal serait capable de le faire et que l'Europe, avec des réseaux intelligents, ne serait pas capable de le faire? Mais à l'inverse, on peut vous rétorquer que l'Allemagne, qui est sortie du nucléaire de manière sans doute un peu trop rapide, a été obligée de compenser avec notamment des centrales thermiques. Oui, mais parce qu'elle n'avait pas, évidemment... Nous, le seul intérêt pour moi du nucléaire, c'est que ça va nous permettre une conversion, une transition sécurisée en termes d'approvisionnement. Les énergies renouvelables, c'est la seule énergie qui soit vraiment solidaire, qui soit accessible à tout. Et la démonstration a été faite depuis 20 ans que le coût de ces énergies s'est effondré et que leur rendement, aujourd'hui, une éolienne, elle produit 10 fois plus d'énergie qu'il y a 10 ans. Et donc, c'est l'avenir, c'est le sens de l'histoire, c'est le sens de l'histoire. Mais, vous l'entendez bien, sur les éoliennes, les critiques, elles montent de toutes parts. Oui, enfin, elles ont été largement instrumentalisées. Elles sont parfois fondées, c'est-à-dire, moi, je prends la peur ou la colère des pêcheurs de Saint-Brieuc, je ne la tourne pas en dérision. Je peux la comprendre. Mais il y a un manque d'information. D'abord, regardons ce qui s'est passé dans d'autres pays depuis longtemps. Il y a des champs d'éoliennes offshore, il y a eu un impact environnemental provisoire, mais après, l'écosystème s'est reformé et ça marche très bien. Et l'énergie du vent, l'énergie du soleil, l'énergie de la biomasse, l'énergie des courants, elle nous tend la main. Vous savez qu'au moment où on parle... Des éoliennes offshore, les éoliennes dans les paysages français suscitent de plus en plus de critiques, à la fois locales et politiques, globalement, à la fois Marine Le Pen qui en fait son cheval de bataille, mais Xavier Bertrand qui dit qu'il faut absolument quand on n'aura plus que le problème des paysages, quand on n'aura plus que ça à régler, ok. Mais qu'est-ce qu'on fera des centaines de milliers de tonnes de béton qui sont au pied de chaque éolienne? Mais attendez, ceux qui s'opposent à ça, ils veulent bien avoir un centre de retraitement des déchets radioactifs, ils veulent bien avoir un EPR dans leur territoire. Si demain on décide que c'est le nucléaire... Vous nous parlez du pire. Mais comment ça je parle? Il y a pire. Oui, il y a pire. Il y a toujours pire. Pour moi, c'est la moins mauvaise solution. Voilà. Et ça ne veut pas dire que tous les paysages vont être entravés. Il faut le faire avec intelligence, il faut le faire avec concertation. Il faut le faire aussi avec intérêt pour ceux qui ont ces éoliennes, pour ne parler que des éoliennes, parce que, encore une fois, ça doit faire partie d'un mixte. Mais quand il y a des villages, par exemple, qui ont monté des coopératives et que ça leur permet de bénéficier d'une énergie à bas coût, tout le monde est content. Donc il y a aussi des tas de réussites. Mais on peut, encore une fois, additionner tous les refus. Ça vous met en colère? Oui, parce que c'est une vision individualiste, corporatiste. Et moi, je veux bien... Mais quand on parle de l'impact environnemental des éoliennes offshore sur l'océan, mais qu'en sera-t-il de l'impact environnemental des changements climatiques? Si bouleversé par ces paysages vierges. Mais ça ne veut pas dire qu'on va dégrader tous les paysages. Mais il y a certains paysages, et encore une fois, il ne faut pas myther les paysages, il y a des endroits où on pourra faire des champs d'éoliennes offshore qui ne seront pas à vue des côtes. Voilà. Mais vous comprenez, on est contre la méthanisation. On ne veut pas de panneaux solaires parce que ce n'est pas beau sur l'architecture, ou parce que ça empiète sur les terres agricoles. On ne veut pas d'éoliennes parce que ce n'est pas beau sur le paysage. On ne veut surtout pas de centrales solaires, de centrales nucléaires, parce que tout le monde veut bien, certains veulent bien du nucléaire, mais si vous leur proposez de mettre des déchets radioactifs dans leur village, ou même de construire, si demain on relance des EPR, souvenez-vous de Crest-Malville, on aura ça multiplié par 100, c'est-à-dire qu'il y aura une non-acceptabilité sociale. Il y a un moment ou un autre, il faut faire un choix.
Voilà. Mais il faut le faire aussi dans la concertation, pas n'importe comment. Moi, je crois beaucoup aux énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce que, comment dire, dans un esprit de solidarité, on pourra donner... Je reprends mon raisonnement. Regardez, depuis la Deuxième Guerre mondiale, quelle a été l'origine avouée ou dissimulée de beaucoup de conflits ou de tensions mondiales. L'approvisionnement énergétique. Le pétrole, le gaz, le charbon. Le vent n'appartient à personne. Le soleil n'appartient à personne. Donc une fois que vous avez donné les machines pour capter ces énergies-là, vous donnez une espèce d'indépendance géopolitique au-delà de l'indépendance énergétique à tout un chacun. Et moi, c'est pour ça que j'ai une foi absolue dans les énergies renouvelables. J'ai suivi leur évolution depuis très longtemps, mais surtout, et j'en termine, j'étais, oui, parmi les plus nuancés sur le nucléaire. Mais ce que j'ai observé quand j'étais ministre, c'est qu'on ne maîtrise ni les coûts, ni la technologie quand il y a un dysfonctionnement. Moi, une société qui ne maîtrise pas une technologie, elle me fait peur. Quand on voit qu'à Fukushima, on utilise encore des centaines de milliers de mètres cubes d'eau de mer que l'on reverse à l'océan pour éteindre un réacteur qu'on n'arrive pas à contraindre, qu'à Tchernobyl, on continue à faire sarcophage sur sarcophage, moi, voilà une société qui fait. Une société doit prendre des risques, mais si on n'est pas capable, à un moment ou à un autre, de contenir les conséquences d'une erreur, eh bien, c'est pas, me semble-t-il, l'idée que je me fais d'une civilisation. On ne maîtrise pas. Non. Vous reconnaissez aujourd'hui qu'on ne maîtrise pas. Quand je Vous l'avez constaté. quand je demandais, dites-moi le volume de déchets quand on veut démanteler une centrale, combien de temps ça prend, combien d'emplois, combien coûte un nouvel EPR, mais j'avais des chiffres les plus confus qui soient ou pas de réponse. Nicolas Hulot, finalement, est-ce que l'écologie ne pâtit pas des écologistes ? Oui, mais si on dit ça, c'est un peu injuste parce que on peut toujours reprocher la méthode, les moyens. Enfin, si on les avait écoutés depuis longtemps, plutôt que de se moquer sans autre argument, on n'en serait pas là. Et pardon de dire, mais si jamais je devais, ce qui n'est pas mon rôle et ma responsabilité, mais comment dire, donner des responsabilités, moi la question c'est comment se fait-il que les grandes formations politiques aient toujours un tel mépris, une telle distance sur un sujet qui conditionne tout ce qui a de l'importance à nos yeux. Ça ne vous a pas étonné quand même que le soir des élections régionales, aucun femme ou homme politique n'ait réagi sur le rapport du GIEC. Qu'est-ce qu'il propose ? Au-delà de critiquer les écologistes, mais qu'est-ce qu'ils proposent ? Qu'est-ce qu'ils mettent dans la corbeille ? Quelle vision ? Quel modèle ? Quel enseignement ? Et donc, franchement, si c'était un petit sujet idéologique, je peux comprendre. Enfin, le rapport du GIEC devrait, comment dire, mobiliser prioritairement, quasi exclusivement, les esprits des femmes et des hommes politiques. Mais est-ce qu'un parti politique, Europe Écologie Les Verts, n'a pas voulu garder cette prérogative et en a exclu les autres ? Non, ils l'ont fait aussi par défaut. Par défaut. Aujourd'hui, on ne devrait plus avoir besoin d'un parti écologique, quelque part. C'est ça qui est une aberration. De la même manière qu'on ne devrait plus avoir besoin d'un ministre de l'écologie. C'est là que ça ne fonctionne pas. Les choses devraient être imprimées à Matignon et à l'Élysée et à Bercy. Et tant qu'on aura ce système de gouvernance avec un ministre de l'écologie qui se bat contre des vents contraires des autres politiques publiques, on sera dans une forme de mystification. Mais est-ce qu'à l'inverse, et c'est peut-être un cercle vicieux, mais est-ce qu'à l'inverse, le fait que Europe Écologie Les Verts veuille absolument ancrer l'écologie dans un clivage, alors que vous justement, vous disiez à l'instant que ça n'était pas d'un clivage, dans un clivage avec des idéologies, avec d'autres problématiques qui ne sont pas forcément directement liées à l'écologie, est-ce que c'est pas ce qui pousse à une sorte de plafond vert, pour citer Olivier Faure ? Écoutez, moi j'ai pas envie de critiquer qui que ce soit. Encore une fois, moi je suis gré aux écolos associatifs de terrain, y compris politiques, d'avoir tiré la sonnette d'alarme, même si ça n'a pas remporté le succès et la mobilisation. Mon grief, et je le dis sans animosité, il est aux grandes formations politiques qui sont inconséquentes sur ce sujet-là, qui l'ont été hier. Et ce que je leur demande aujourd'hui, c'est pas de faire un acte de contrition, on ne doit pas être dans la repentance, c'est de dire dont acte, ok. La réalité, elle est là, on retrousse les manches, on met les idéologies de côté,
on met nos petits préjugés, on les met de côté et on se met au boulot. Vous n'avez pas envie de rentrer dans la tambouille politique, vous vous y êtes en quelque sorte, on peut le dire, un peu brûlé les ailes. Non, mais c'est même pas ça, c'est que ça m'intéresse pas. Mais ça vous a intéressé à un moment, pardon Nicolas Hulot, mais vous aviez été vous-même, aujourd'hui on mais entend parler des différents candidats. C'était un moyen pour moi d'essayer de provoquer un sursaut, de réunir. C'était pas du tout par ambition personnelle. Je respecte cette ambition. Heureusement qu'il y a des gens qui ont envie d'y aller. Je pense que vous culpabilisez de quelque chose que je ne vous ai pas du tout dit ça. Je ne vous ai pas du tout dit ça, Nicolas Hulot. Je disais simplement qu'en effet, ça a été l'un des moyens à un moment. Vous aviez d'ailleurs vous-même pensé qu'il fallait en passer par la présidentielle. Vous aviez été candidat à ces primaires que l'on voit ressusciter à nouveau à Europe Écologie Les Verts aujourd'hui, avec un certain nombre de candidats qui se proposent aujourd'hui. Vous-même, vous vous êtes fait battre au moment des primaires par Eva Joly, qui a fini avec 2%. Est-ce que votre exemple, celui justement d'un constat d'une forme d'impuissance à faire de l'écologie dans ce cadre-là, n'aurait pas dû stopper net ce système qui continue finalement, bon an, mal an, à échouer? Oui, je reconnais, je ne sais plus par quel bout on doit prendre les choses. Voilà. Ce qui est clair, c'est que l'enjeu écologique au sens scientifique du terme, il ne peut pas être, comment dire, conditionner un substrat purement idéologique et dogmatique. Il faut le sortir de ce substrat-là. Encore une fois, pour moi, aujourd'hui, c'est une question scientifique. Mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de tuer l'écologie? Enfin, attendez, je veux dire, on a bon dos, encore une fois, de leur mettre sur les épaules l'échec de la prise en compte des enjeux écologiques. Au moins, ils ont été au front. Ils y ont été. Alors, est-ce qu'ils ont été maladroits? Est-ce qu'ils n'ont pas su se mettre du point de vue de celles et ceux auxquels ils s'adressent? Oui, c'est peut-être un reproche. Mais enfin, franchement, l'histoire, tous les jours, donne raison à l'écologie, donne raison à ces lanceurs d'alerte, donne raison, parce que l'écologie aussi, c'est tout le tissu associatif qu'on ne reconnaît pas suffisamment, ces millions de bénévoles sur le terrain. Et très sincèrement, moi, mes griefs, ils sont plus sur le reste de la société qui a tourné tout ça en dérision encore aujourd'hui. Toute amitié, enfin tout respect que j'ai pour le président, quand il a traité les écologistes d'amiches, je pense que c'est très injuste. C'est très injuste de caricaturer. C'est un aveu de manque d'arguments. Enfin voilà, mais c'est surtout inutile, quoi. Voilà. Les jeunes qui ne se sont pas mobilisés pour les élections, 87% d'abstention chez les 18-24 ans. Ces jeunes-là, on les voit souvent dans les manifestations pour le climat, justement. On a le sentiment, peut-être est-ce une illusion, mais que les jeunes, ils sont mobilisés pour la planète, et pour autant, ils ne vont pas voter. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? D'abord, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, il y a une jolie phrase de Victor Hugo, il disait « Le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable ». Et moi, j'observe la mobilisation d'une partie de la jeunesse qui se fait, je trouve, d'une manière assez bienveillante, à l'amiable. Mais attention, parce que c'est eux qui vont être au premier front des conséquences de la crise écologique et des changements climatiques et qui vont subir des effets dont ils ne seront pas responsables. Et donc là, il nous donne aux adultes, aux gouvernants, une injonction à agir. Et il va falloir, à un moment ou à un autre, quand même leur répondre à la hauteur des dangers et des menaces qui pèsent sur eux. Ils sont trop aimables? Je dis pas... Non, moi, je suis un pacifique, mais je sais bien qu'à un moment ou à un autre, comment dire, la non-réponse est une forme de violence, une forme d'agression. Voilà. Quand il y a l'entêtement, vous savez... L'entêtement d'un modèle qui détruit, qui pille et qui se concentre, c'est une forme de fanatisme. Et un fanatisme peut en réveiller un autre. Donc voilà, je dis ça. Alors après, vous êtes inquiet de cela? Mais oui, on évidemment. Sent une forme d'inquiétude. Vous redoutez quoi? En fait, vous imaginez quoi? Vous redoutez quoi? Mais c'est-à-dire qu'à un moment, quand il va y avoir les phénomènes parfaitement expliqués et modélisés par le GIEC, quand on voit l'état de fébrilité par rapport à une migration qui reste quand même tout à fait maîtrisable, quand des dizaines de millions, voire même des centaines de millions de personnes, parce qu'ils n'auront plus accès à des biens vitaux, vont quitter leur territoire, ou tout simplement à cause de la submersion ou de la répétition des événements climatiques, vous imaginez des relations apaisées? Quand sur des denrées vitales, il va y avoir un point de tension, quand je disais que... Vous redoutez une révolte?
Je redoute, comme beaucoup, un vortex, bien entendu, qu'à un moment ou un autre, la violence l'emporte. Il y a les invisibles, les discrets, il y a vous qui, à l'inverse, êtes connu, avec cette popularité, une popularité inouïe qui ne désemplit pas. Vous restez aujourd'hui, d'après la dernière étude ELAB, la deuxième personnalité politique préférée des Français. Est-ce que vous êtes fier de cela ou est-ce que vous êtes encombré de cela? Qu'allez-vous en faire? Non, vous n'êtes pas, j'en tire pas de fierté. Comment dire? Je m'appuie sur cela pour justement continuer à mobiliser, à rassembler. Ça vous donne évidemment un potentiel. En même temps, c'est pas encombré. Il y a une jolie phrase de la littérature française de Madame de Staël qui dit « Avoir l'air intelligent, c'est une promesse de retenir ». Avoir l'air sympathique, c'est une promesse de retenir. On n'a pas envie de décevoir. Non pas pour plaire, mais pour pas se tromper, bien entendu. Est-ce que parfois ça vous apparaît comme un fardeau? Au moment de votre démission, on a eu un peu ce sentiment-là. Oui, un fardeau parce très que lourd. je ne suis pas si solide que ça. Ce combat abîme. La lucidité, elle est éprouvante. Moi, je regrette les années Ushuaïa de légèreté, d'insouciance. Et j'ai peur. Au fond de moi-même, j'ai peur parce que je vois toutes les crises coagulées. Et j'ai peur pour nos enfants. Et c'est pas un vain mot. Oui, je me poserais plus de questions aujourd'hui avant de décider de faire des enfants que je ne m'en suis posé hier. Vous dites ça aujourd'hui si c'était aujourd'hui que vous deviez avoir vos enfants, vous pouvez toujours d'ailleurs, mais... Je pense que je le ferais parce que c'est la raison d'être d'une femme et d'un homme. Mais je comprends que des jeunes doutent. J'ai des tas de jeunes qui viennent vers moi et qui me disent « Est-ce qu'on doit faire des enfants ?» Et qu'est-ce que vous leur répondez? Se poser cette question. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je ne sais plus quoi leur répondre. C'est terrible. Mais je leur dis que c'est un acte d'espoir. Donc allez-y. Mais en même temps, je sens bien le rapport du GIEC. Je comprends qu'il fasse poser des questions. Il dit que c'est les enfants qui naissent aujourd'hui qui, dans 30 ans, seront dans le chaos. Et est-ce que chaque enfant qui naît ne peut pas être justement l'espoir de l'humanité? Il faut de changer cet agenda dicté. À nous les adultes de faire en sorte, c'est ce que nous dit la science, à dater de maintenant, que chaque choix, chaque engagement soit du côté de la solution et pas du côté du problème. Les 30 ans de votre fondation, comment est-ce que vous voyez le bilan aujourd'hui? On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. On peut se dire que pour finir, on n'a servi à rien, puisque en réalité, on ne s'est pas mis en situation de contrer et d'enrayer la crise écologique. D'autre côté, si on veut être honnête, et notamment vis-à-vis de ceux et celles et ceux qui ont œuvré et qui œuvrent, que ce soit les permanents de la Fondation ou toute cette communauté, cette galaxie de femmes, d'hommes, d'experts, de scientifiques qui nous ont rejoints, on a très clairement participé avec d'autres à la première étape, la prise de conscience. On a aussi participé à l'élaboration d'un certain nombre de politiques publiques. Donc on a joué un rôle. Mais la question, tant pour nous que pour les politiques, c'est pas de savoir ce qu'on a fait, c'est est-ce qu'on a fait suffisamment pour éviter de se retrouver dans le scénario qui nous pend au bout du nez. Vous évoquiez à l'instant ces cassettes, ces vieilles cassettes vidéo qui sont là-bas sur l'étagère, qui sont l'intégrale ou une partie en tout cas de vos émissions d'Ushuaïa. On sent une petite forme de nostalgie, au moins pour cette période, pour le plaisir que vous y avez pris. On ressent aucune nostalgie pour la politique. Ça, pour le coup, je n'ai pas l'impression de me tromper. Il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de mélancolie chez vous. Non, mais encore une fois, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. D'abord, on apprend dans toute expérience. Ça m'a permis de voir aussi le fonctionnement de la démocratie avec ses vertus et ses faiblesses. C'est du passé ? L'État qui... Oui, c'est du passé. Ça, c'est clair. D'abord parce que je ne m'en sens plus ni l'énergie ni la force. Voilà, je dis les choses telles qu'elles sont. Je constate qu'il y a des femmes et des hommes qui sont prêts à la mandature suprême, récupérer le pays dans moins d'un an, dans l'état dans lequel il est, avec une Europe qui manque aussi d'unité. Il faut avoir soit l'esprit sacrificiel, soit une force intérieure magnifique. Voilà, non, moi... Vous en êtes triste ? Pardon ? de ne pas avoir cette force ? Vous savez, je ne veux pas du tout me plaindre ici, parce que ma vie aussi a été faite, et elle est toujours faite de moments merveilleux. Mais mon combat, il m'a usé. Et le fait, au bout de 30 ans, d'être là pour essayer toujours de mobiliser, de proposer... voilà, il
il y a des moments où notre énergie, c'est peut-être une des seules qui n'est peut-être pas aussi renouvelable que cela. Vous avez dit, je n'ai pas de regrets. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, reste le moteur si vous aviez une action à mener? J'ai pas une action. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de rassembler cette humanité dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la valoriser, la mettre en lumière. Moi, l'autre jour, je vais à Pipriac, en Ille-et-Vilaine, dans un village qui a mis en place une expérimentation qui s'appelle Territoire zéro chômeur. Empreint de bon sens, empreint d'intelligence collective, au-delà des clivages politiques. Il n'y a plus un chômeur longue durée. Tous ont retrouvé un emploi, une dignité. J'ai été dans une initiative à côté de Toulouse, dans une initiative qui s'appelle le réseau Être, où on fait de la réinsertion de jeunes à travers les métiers de l'écologie. 95% de réussite. Quand je vois ce monde qui crée, c'est ça qui me motive. Et moi, j'ai envie de ces femmes et ces hommes, ces agriculteurs qui attendent même pas que le glyphosate soit interdit pour produire sans glyphosate, sans intrants, qui ont des bons rendements agricoles, qui ont retrouvé une forme de sérénité parce que les conjoints ou les conjointes n'ont pas peur de voir leur mari utiliser des produits chimiques. Ça marche dans certains pays. Donc, moi, maintenant, je suis tourné du côté de la solution pour, avec la petite notoriété que j'ai, valoriser, apporter de la reconnaissance, donc être aux côtés avec ma fondation de ceux qui agissent et pas de ceux qui ferment les yeux. Merci Nicolas Hulot d'avoir accepté cette invitation. Cette émission, comme toutes les autres, elle est à retrouver en replay sur notre nouvelle plateforme RMC BFM Play.